On peut peut-être commencer. Donc, on Oui, va commencer. Ça va faire venir les derniers. Je vais juste couper la caméra pour être sûr de garder de la bande passante. Voilà. Donc, eh bien, bienvenue à tous à ce webinaire. Euh, donc, c'est un webinaire complémentaire du webinaire du 14 juin de présentation des résultats du projet Fertilige. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est vraiment favoriser l'appropriation des résultats du projet par les acteurs de l'enseignement agricole. Donc, avec les partenaires du projet, donc qui est associé notamment la Bergerie nationale dont je fais partie, et puis les réseaux thématiques dont Claire fait partie, ainsi qu'un certain nombre d'établissements d'enseignement agricole. Et dans le cadre du RMT bouclage, il nous a paru quand même intéressant de reproposer vraiment un temps spécifique pour aider à la fois les DEA, enseignants et formateurs à comprendre les points clés de de ce projet, découvrir la richesse du site produit, et puis pouvoir aussi échanger entre pairs pour envisager des pistes d'usage du site Fertilige, qui est assez riche de connaissances et de ressources. Peut-être pour une petite remise en contexte, dans les fermes de l'enseignement agricole, certaines ont déjà un méthaniseur, par exemple à Aubernais, à Périgueux, Pontivy, Coutances, La Touche, donc c'est loin d'être exhaustif. Et puis d'autres peuvent être impliqués dans des projets collectifs autour de la méthanisation sur leur territoire. Et on peut rajouter qu'avec l'essor des unités de méthanisation, mais dans de nombreuses régions, cette thématique apparaît de plus en plus dans les rapports de stage et mais surtout dans les questionnements des jeunes. Donc, les résultats de ce projet devraient, on l'espère, répondre à un certain nombre d'interrogations. Donc, autour de l'écran, on a quand même une majorité d'enseignants en lycée agricole, principalement, de ce que j'ai pu voir, des enseignants en agronomie. On a aussi des formateurs, mais nous avons aussi différents profils, donc des ingénieurs de la recherche, des chargés de mission, des ingénieurs conseils. On a aussi des représentants de laboratoires d'analyse, quelques enseignants de l'enseignement supérieur, quelques DEA, je crois, donc je n'ai pas vérifié, mais on avait des étudiants et une institution. Claire, si tu veux compléter. donc le projet, finalement, la participation de l'enseignement agricole à cet appel à projet soutenu par l'ADEME, Graines, avec des cofinancements aussi d'autres structures telles que GRDF notamment. L'enseignement agricole a participé à plusieurs niveaux, à la fois un petit peu au brainstorming initial, comme des agriculteurs et des conseillers sur quelles attentes par rapport à un guide de fertilisation par rapport au Digesta. Il y a eu aussi un travail de partage de ressources et de données liées à des suivis qui étaient faits préalablement, par exemple à Aubernais, plus des expérimentations menées. Et puis au moment, enfin à toute la phase de rédaction aussi, il y a eu des échanges et des regards croisés avec les enseignants pour essayer d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans ce guide et qu'il y ait des aspects à la fois plus synthétiques et sur l'essentiel et des aspects plus poussés pour en savoir plus, quoi. Donc il y a eu ces différentes phases-là et donc les collègues autour de la table pour partager avec vous un petit peu leurs réflexions sur les usages aussi qu'ils pourront faire avec leur classe. Et donc, Catherine, si tu veux dire Est-ce un que petit peu le tu peux mettre déroulé. la diapo d'avant? Ouais, Ah non, oui, je peux. juste les objectifs avant. Ouais, super. Donc, les objectifs du webinaire, c'est donc avoir d'abord des repères sur le digestat de méthanisation en termes de variabilité, d'intérêt, de conseils d'usage, mais aussi voir la comparaison qu'on peut faire avec les effluents et les autres produits résidus organiques. Rapidement découvrir le site Fertidige, même si en amont du webinaire, on vous avait envoyé le lien pour que vous puissiez en prendre connaissance. Pouvoir identifier les principales questions que se posent les agriculteurs et les conseillers sur les digestats et les réponses que peut apporter ce site. Et puis, échanger avec des formateurs et des enseignants qui abordent la fertilisation avec du digestat et qui ont ou vont mobiliser ce site. Je peux passer à celle d'après. Oui. Donc, sur le programme, dans un premier temps, nous aurons une intervention de Julie Jiménez Aurélia Michaud de l'INRAE pour vous apporter quelques repères clés sur les digestats de méthanisation. D'abord, elles vous expliqueront pourquoi s'intéresser aux digestats de méthanisation, et puis elles vous expliqueront pourquoi on n'a pas un, mais des digestats. Ensuite, on prendra un petit temps pour... Attends, reviens en Pardon, arrière. excuse-moi. Pour découvrir l'organisation du site Fertidige à partir de deux cas concrets de professionnels du monde agricole.
On aura Mariana Moreira de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui vous présentera une synthèse autour des modifications des pratiques de fertilisation associées à l'implantation d'un méthaniseur. Ah, je On rectifie, prendra excuse-moi, c'est Aurélia Michaud, en fait, de Oui, l'INRAE. ok. J'ai oublié tout. On aura un petit temps d'échange. Donc, on dit 32. Je vous invite quand même à poser vos questions dans le chat. On essaiera de synthétiser ou de vous donner la parole pour des éclaircissements. Mais voilà, vous posez déjà vos questions dans le chat quand elles arrivent. Et enfin, on aura donc trois témoignages d'acteurs de l'enseignement agricole pour voir comment ils ont pu utiliser le site Fertilige ou comment ils aimeraient l'utiliser. Donc avec Margaret Johnson qui va nous rappeler un peu le contexte de la méthanisation dans son EPL et puis nous donner quelques pistes d'utilisation avec des apprenants de BTS APV, Gémeaux et de Bac Techno STAV. Lucie Lejeanne, donc enseignante en agronomie à l'EPL de Pontivy, nous relatera son expérience autour du travail des représentations liées à la méthanisation avec les apprenants de BTS Axe. Et enfin, Étienne Albin nous expliquera comment il prévoit d'utiliser le site avec les apprenants en CS RUMA, donc certification de spécialisation, responsable d'unité de méthanisation agricole. Il y en aura un petit temps d'échange et puis la conclusion et les perspectives. Voilà. D'accord. Donc, j'arrête Donc, le je laisse la parole à partage. nos premiers intervenants. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que c'est OK pour mon écran, vous voyez? Oui, Oui, c'est bon, super. Julie. Ben, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Donc, moi, je suis Julie Jimenez et accompagnée de ma collègue Mariana Moreira de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Nous avons co-coordonné le projet Fertidige. Donc, effectivement, il y a eu un webinaire de présentation de restitution du projet le 14 juin dernier. Et donc là, l'idée, c'est de vous faire un petit peu un résumé et de comprendre pourquoi les digestats de méthanisation on s'est intéressé à ces produits, et puis les résultats, on va dire, majeurs du projet, ainsi que une petite visite guidée du site. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on s'intéresse aux digestats de méthanisation? Et donc, pour répondre à cette question, je vous propose d'abord de répondre à la question pourquoi s'intéresser à la méthanisation qui les génère. Alors, pour faire face à divers changements globaux, hein, que ce soit le changement climatique, la croissance démographique, qui peut mettre en péril la sécurité alimentaire, qui peut générer des déchets, une production accrue des déchets, un épuisement des ressources également. Donc, de nouvelles solutions et des nouveaux fronts de recherche sont apparus, qui sont associés avec des enjeux. Donc, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, l'agroécologie apparaît comme une solution prometteuse pour augmenter la qualité et la quantité des productions agricoles tout en promouvant la biodiversité, diminuer également les impacts environnementaux et sanitaires, et puis diminuer la dépendance aux intrants de synthèse. Concernant le climat, donc il y a un enjeu autour de la transition énergétique, en fait, où on veut aller vers la fin de l'usage des énergies fossiles tout en promouvant la production d'énergies renouvelables. Et puis, il y a l'enjeu autour de la préservation des ressources, où là, l'idée est de recycler nos résidus dans une logique de bioéconomie circulaire. Et donc, en fait, une des solutions qui peut apporter une réponse en partie à ces différents majeurs, ça réside dans le recyclage et la valorisation des résidus. Et donc, plus particulièrement, si on s'intéresse à la méthanisation peut être intéressante parce qu'elle produit à la fois un gaz renouvelable, donc qui peut participer à la transition énergétique, mais également produit un fertilisant organique, enfin en tout cas un produit qui a un fort potentiel fertilisant organique, qui peut également participer aux autres enjeux. Donc là, on va voir comment. Donc c'est pourquoi cette filière est en plein essor. Donc en fait, notamment via l'appui de différents plans nationaux et internationaux. Donc là, j'ai mis ici en bas de la slide,
quelques programmes. Donc, c'est une filière en plein essor. Donc, vous voyez ici sur la carte de Sinoé, où l'on voit les différents sites de méthanisation en France. Donc, la plupart des sites de méthanisation sont des sites à la ferme. Donc, ici, on a 73%. Donc, ce sont des chiffres qui ont été, qui datent du 1er janvier 2024. Et donc, ici, sur ce tableau, vous avez les différents sites, que ce soit en cogénération, en injection, en chaleur seule, voilà, qui ont été répertoriés en France. Donc, on a surtout des établissements, enfin des sites à la ferme, majorité injection, et qui se développent de plus en plus, en fait, notamment depuis 2019. Par rapport à la cogénération, les sites qui utilisent, enfin, qui valorisent le méthane en cogénération, où là, on commence à stabiliser en termes de nombre de sites. Donc, il y a une forte évolution hein, depuis une dizaine d'années. Et puis, bah, tout ceci va générer beaucoup de digestat, hein. Donc là, c'est une estimation assez grossière de la production de digestat. Alors, digestat issu de sites à la ferme et centralisé, où on est autour de 16-17 millions de tonnes. Voilà, donc c'est quand même un gisement non négligeable qu'il va falloir considérer. Et donc, afin de mieux comprendre en fait ce qu'est un digestat hein, et en quoi réside son intérêt. Donc, je vous propose aussi d'aller un peu plus loin dans qu'est-ce que la méthanisation et qu'est-ce que devient la matière lorsqu'elle rentre dans un méthaniseur. Donc ici, vous avez un schéma qui représente en fait un substrat, donc un intrant qui est composé d'eau, de matière organique, de nutriments, matière minérale. La matière organique va être transformée en biogaz, dont le méthane, qui va être ensuite valorisé, que ce soit sous forme de gaz naturel ou électricité-chaleur par cogénération. Et puis la majorité du produit intrant, on va dire que à peu près entre 80 et 90% de la matière intrante va se retrouver sous forme de digestat. Donc c'est le produit principal de la méthanisation. On va également retrouver de la matière organique qui n'a pas été biodégradée dans les conditions du procédé. Les éléments, enfin les nutriments tels que l'azote, le phosphore et le potassium qui, eux, sont conservés, ainsi que la matière minérale. Alors, ce qui se passe également dans la méthanisation et qui est intéressant, c'est que la part organique de certains nutriments, comme l'azote ou le phosphore, peut être minéralisée pendant la méthanisation, au même titre que la matière organique. Et du coup, cet azote qui est conservé a une part d'azote minéral et donc assimilable, plus important en sortie dans le digestat. Donc, ce qui fait qu'en fait, la méthanisation donc, va générer deux produits intéressants, une énergie renouvelable et, a priori, un produit dont les propriétés fertilisantes sont prometteuses. Donc, si on va un peu plus loin, donc là, j'ai mis un exemple du devenir de la matière en prenant... donc, c'est sur le site Fertidish, vous pouvez retrouver cet exemple également. Donc, c'est un lisier de vache avant et après méthanisation. Et donc, ça illustre un peu ce que je viens de dire juste avant, c'est qu'on a une dégradation de la matière organique. Cette dégradation va impacter la qualité de la matière organique qui va être dans les digestats, c'est-à-dire qu'on va avoir une matière organique qui va être plus ou moins labile, plus ou moins stable, selon la nature de la matière organique intrante. On va avoir des nutriments qui vont être conservés, comme je l'ai dit. L'azote qui va être conservé, mais où on va avoir une part d'azote ammoniacal plus élevée, donc très intéressant, notamment lorsqu'on veut utiliser, enfin, par rapport à l'utilisation engrais. Et de ce fait, donc, un ratio C sur N, carbone sur azote plus faible et également un impact sur le pH qui est plus élevé, où on verra, ça peut être problématique, notamment lorsqu'on va s'intéresser à l'utilisation de l'azote. En termes concernant les contaminants, donc là, ils ne sont pas représentés sur le schéma, j'ai rajouté ça. Concernant les contaminants, alors les éléments de traces métalliques sont conservés pendant la méthanisation. Concernant les contaminants traces organiques, on peut avoir une dissipation ou une conservation de ces éléments. Donc, quand je parle de contaminants traces organiques, c'est tout ce qui est hydrocarbures aromatiques polycycliques, médicaments, etc. Et donc, ça dépend beaucoup de la persistance des molécules et de la chimie des molécules. Et puis, concernant les contaminants biologiques, et notamment les pathogènes, également, ça va dépendre de ce qu'on met en entrée. Est-ce qu'il y a une hygiénisation ou pas en amont? Et souvent, ce qu'on a, c'est soit on a une conservation de ces éléments, soit les conditions du procédé les inactivent. Voilà. Un petit peu pour avoir un panel de ce qui se passe dans un méthaniseur.
Et je prends la suite. Comme disait Julie, il y a des gros volumes de digestats qui sont produits. Et vu que le digestat est un fertilisant riche en azote, en phosphore et en potassium, on va avoir des gros volumes d'éléments fertilisants à gérer. Et c'est ce qu'on va vous montrer à partir de cet exemple en gris. Donc, en partant d'une unité qui méthanise environ 11 000 tonnes de substrat par an, dont 65% des freins d'élevage, on va avoir presque la même quantité en digestat. Donc, disons qu'on va avoir 10 000 tonnes par an de digestat. Et si la teneur en azote totale de notre digestat est de 4,5 kg par tonne de digestat, cela va représenter 45 000 kg d'azote par an à gérer. Ceci correspond à la même production d'azote épandable qu'une exploitation d'environ 450 vaches laitières ou une exploitation d'environ 600 truies. Donc, beaucoup d'azote à gérer. Et on a aussi, comme je disais, du phosphore et du potassium. Donc, si on part dans le même exemple, avec une composition donnée en azote, en phosphore et en potassium, on peut avoir 45 000 kg d'azote par an, 25 000 kg de phosphore par an et 50 000 kg de potassium par an. Si on multiplie ces quantités en éléments fertilisants par les cotisations des engrais NPK sur le marché, on peut arriver à des quantités de 80 000 euros par an en digestat. Donc, ça peut représenter aussi des économies en engrais. Donc, on a bien vu qu'il y a un intérêt agronomique des digestats. Tous les ingrédients sont là, de l'azote, du phosphore, du potassium, oligo-éléments, etc. Et l'important pour bien les valoriser est que son utilisation soit en adéquation avec les besoins des agroécosystèmes. Donc, on a bien des challenges des digestats. Donc, d'un côté, on a l'intérêt des digestats qu'on doit connaître, leurs intérêts fertilisants et amendants. Et d'un autre côté, on a aussi à connaître et à maîtriser les risques et problématiques liés à l'épandage de ces produits, en lien avec la réglementation, la gestion des épandages, le risque environnemental, le risque sanitaire et aussi les effets sur le sol. Donc, je reprends la parole. Donc, effectivement, comme l'a dit Mariana, donc on est face effectivement à un challenge de digestat, d'autant plus qu'en fait, ces digestats, il n'y a pas un digestat, mais des digestats, vous allez le voir. Là, j'ai repris et j'ai adapté un schéma qui avait été présenté par Sabine Wu en 2014 en reprenant les MAFOR, enfin, les matières fertilisantes d'origine résiduelle, et où elle avait placé les digestats parmi les différents produits. Et donc, en fait, les digestats bruts, en fait, en tout cas à l'époque, étaient enfin, mal connus par rapport à maintenant, clairement, mais déjà représentaient une variabilité assez élevée. Et selon si on ajoutait en plus des traitements, comme par exemple une séparation de phase, on pouvait se rapprocher de certains produits comme des lisiers ou comme des composts, par exemple. Et donc, en fait, pour mieux, on va dire, comprendre la variabilité, il faut aller identifier les sources de variabilité. Qu'est-ce qui amène la variabilité dans ces digestats? Et donc, en fait, on identifie trois gros leviers d'action, trois grosses sources de variabilité que sont les déchets organiques qui peuvent être très variés. Hein. Donc, on peut avoir des biodéchets, des boues de station d'épuration, des effluents d'élevage, lisiers, etc. Des procédés divers, que ce soit en continu, en voie sèche, voie humide, piston, discontinu, etc. Et donc, qui vont produire en fait des digestats de qualité différente. Également, dans les procédés, on peut retrouver tout ce qui est post-traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, séparation de phase, par exemple. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le fait d'avoir une source de variabilité, l'hypothèse là-dessous, c'est qu'il va y avoir un impact sur la qualité agronomique des produits.
et donc un impact sur les effets de ces produits lorsqu'on va les épandre au sol. Donc là, ça reprend un peu le schéma qu'on a dans le site Fertidige, où là, on va identifier en fait, on va identifier les sources de variabilité pour mieux maîtriser en fait la qualité des digestats et mieux la comprendre. Et donc, vous l'avez compris, en fait, c'est que finalement, l'intérêt et les risques et problématiques liés à l'épandage des digestats vont tourner autour de la variabilité des digestats, c'est-à-dire qu'il va falloir, enfin, l'idée dans le projet Fertidige, ça a été de mieux connaître cette variabilité, mieux la décrire, pour mieux prendre en compte leur gestion optimale, en fait. Donc, on en vient du coup à la deuxième partie de la présentation sur pas un, mais des digestats, maintenant que le contexte a été posé. Donc, les objectifs du projet Fertidige, comme je viens de le souligner, c'est vraiment autour de la problématique de la variabilité des intrants, de mieux connaître la variabilité des digestats, pardon, mieux connaître et définir cette variabilité. Et tenter de répondre à la question, est-ce que cette variabilité va impacter des indicateurs qui sont associés aux effets sur les sols, plantes, etc. Et donc, on s'est intéressé à divers indicateurs au moyen de recensement de données pendant tout le projet. Alors, le projet Fertidige a contribué à plusieurs choses. Donc, d'abord, à mieux comprendre la variabilité des digestats au moyen d'une consolidation d'une typologie, à apporter un éclairage sur les effets des digestats sur les agroécosystèmes, et puis à rendre accessible au plus grand nombre les références sur les digestats, notamment au moyen d'établissements de bases de données et d'un site web qu'on a appelé Guide, en fait, où on a pas mal d'informations sur les digestats et les résultats du projet. Donc tout d'abord, si on fait un focus sur mieux comprendre la variabilité des digestats et sur la typologie, donc en fait, on n'est pas parti de rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà des études qui ont travaillé sur le sujet, notamment une thèse en 2019, le projet ConceptDige également qui avait terminé en 2019, où on avait étudié en fait à partir des paramètres physico-chimiques des digestats, on avait fait des tests statistiques afin de visualiser la variabilité des digestats et de trouver qu'est-ce qui pouvait être discriminant dans cette variabilité. Donc là, ce sont des illustrations qui montrent les résultats de ces deux études. La première était sur l'ensemble des digestats, c'est-à-dire à la fois urbains, d'origine urbaine et agricole. Projet ConceptDige, lui, se focalisait plus sur les digestats d'origine agricole. Et ce qui en était sorti, c'était qu'on avait une empreinte de la nature des intrants, clairement, puis un impact du post-traitement, pardon, notamment la séparation de phases, et également un impact de la condition de méthanisation, notamment si on était en voie sèche ou voie humide. Sauf que ces études, donc c'était quand même un bon point de départ, mais le nombre d'observations était limité. On avait de nombreux manques par rapport à maintenant la richesse des différents substrats intrants qui rentrent en méthanisation. Et puis surtout, on s'était arrêté à cette description. On n'est pas allé plus loin sur le lien entre typologie et effet. Et donc, grâce au projet Fertidige, donc nous avons pu collecter plus de 600 observations, dont 481 ont été utilisées pour mettre à jour la typologie, qui est la suivante. Donc, basée donc, sur les différentes sources de variabilité, comme je l'ai dit en début de présentation, selon si la méthanisation est en voie humide ou voie sèche, et selon le type d'intrants majoritaire. Donc ici, vous avez les différentes intrants majoritaires associés, hein, que ce soit fumier, lisier, bovin, ce qu'on a appelé intermédiaire, à savoir des lisiers en mélange, mais également des intrants majoritaires en végétaux, notamment des cives. Et puis, lisier de porc et non ruminants, notamment en codigestion avec des biodéchets, des graisses et des effluents agroalimentaires. Et enfin, la voie sèche qui est plutôt caractérisée sur les données qu'on a pu recenser avec des intrants, fumier bovin et résidus de récolte. Donc, ces intrants ont un effet sur la qualité des digestats, mais également les différents post-traitements, notamment si on a une séparation de phases. Donc, on va retrouver cette classe de digestats qui correspondent en fait à chaque intrant et le digestat si on a la fraction brute, liquide ou solide.
Donc, pour aller plus loin dans la description de ces classes, ici, vous avez représenté des box plots, en fait, qui représentent la variabilité de différents paramètres physico-chimiques par typologie. Donc, sur la matière sèche, l'azote, le ratio C/N, le potassium, le phosphore, l'ammonium. Et donc, de gauche à gauche, on va avoir les digestats qui sont plutôt solides et à droite, plutôt brut liquide. Et donc, on voit qu'il y a un gradient, en fait, qui apparaît sur certaines concentrations, notamment un gradient décroissant pour la matière sèche et pour le C/N, et un gradient croissant pour tout ce qui est azote et nutriments. Et ces gradients sont exacerbés aussi par les intrants, à savoir que plus on a un lisier, par exemple, porcin associé avec des biodéchets, plus on va avoir, par exemple, de l'azote dans notre digestat. Et plus on va avoir un fumier, plus on va avoir un C/N élevé et de la matière organique élevée. Voilà. Et donc, on représente un petit peu de manière schématique par ce résultat-là la typologie. Alors, si on veut aller un peu plus loin en prenant deux exemples contrastés, donc ici, vous avez la composition physico-chimique d'un digestat brut liquide issu de majorité fumier ruminant et ici, issu de lisier non ruminant. Et donc, en fait, clairement, on voit la différence, notamment sur, on va avoir un digestat qui va avoir plus de matière sèche et de matière organique du fait de son intrant, qui est plutôt fumier et bovin. Et puis ici, pour les lisiers non ruminants, un digestat avec un potentiel fertilisant azoté plus élevé, avec plus riche en nutriments. Donc je crois que c'est Mariana, ça. Oui, je reprends. Donc, une fois la typologie établie, nous avons voulu vérifier l'impact des différents types de digestats sur la fertilité chimique, physique et biologique des sols. Et pour cela, nous avons utilisé différents indicateurs que vous voyez à droite dans la diapo. Et pour chaque indicateur, nous avons analysé les données existantes et nous avons aussi fait de l'acquisition de données via des expérimentations qui ont été mises en place pendant la durée de Fertidige et aussi grâce à un autre projet financé par l'ADEME, le projet Métabiosol. Donc, vous avez la liste d'indicateurs avec un code couleur qui représente le nombre d'observations nécessaires par typologie de digestat. Pour tout ce qui est rouge, on avait peu de données pour faire des analyses statistiques par type d'indicateur, donc tout ce qui est stabilité structurale et la biologie du sol. Et après, quand on va vers le vert, tout ce qui est pourcentage de minéralisation d'azote organique dans le sol, pourcentage de carbone stable, on a plus de données. Diapo après. Donc, ici, on vous donne un exemple en se basant sur deux indicateurs, plutôt l'indicateur d'azote efficace que nous donne le potentiel fertilisant des digestats et l'indicateur carbone stable qui indique le potentiel amendant des digestats. Et on voit à gauche le premier graphique qu'avait présenté Julie où on avait les digestats comme un gros carré bleu avec beaucoup de variabilité. Et on a réussi à positionner dans le graphique de droite les 7 classes de digestats en fonction de leur potentiel fertilisant et amendant et en comparaison avec des effluents d'élevage classiques comme le lisier porcin, le lisier bovin, le fumier bovin et le compost. Diapo suivante. Donc, cette analyse des indicateurs par typologie nous a permis d'identifier des tendances. Donc, si on va plus vers la droite avec des intrants comme le lisier de porc, les biodéchets ou des graisses, ces intrants vont faire des digestats avec plus d'azote et une proportion d'azote ammoniacal plus élevée et donc une équivalence engrais
élevée, donc à fort potentiel fertilisant. Et si on va vers la gauche, nous retrouvons des intrants comme les effluents d'élevage de ruminants qui vont apporter au sol plus de carbone stable et moins d'azote. Et ces effets sont exacerbés par une séparation de phase. Donc ça pour ces indicateurs. Pour d'autres indicateurs comme tout ce qui était fertilité biologique et physique et le risque de volatilisation d'ammoniac, on n'avait pas assez de données pour faire cette analyse par typologie. Donc, on a besoin de données par typologie et aussi de conditions pédoclimatiques différentes. Et pour tout ce qui est innocuité, ça a un effet effectivement des entrants avec la nécessité éventuelle de regarder les seuils en métaux lourds pour certaines typologies. Ça serait, par exemple, pour tout ce qui est digestat de lisier de porc, donc il faudra regarder le cuivre et le zinc. Et pour ce qui est les digestats issus des flancs ruminants, il faut rester vigilant sur le mercure. Donc ça, pour synthétiser les résultats sur l'impact de la typologie sur les indicateurs. Et un des troisièmes objectifs de Fertilige était de rendre accessible au plus grand nombre les références sur les digestats. Pour cela, deux bases de données ont été construites et sont disponibles sur data.gouv.fr. Donc, une base de données associée au type de digestat et à leur composition physico-chimique, et une deuxième base de données avec tous les résultats pour les indicateurs, donc une base de données effet des digestats. Et en prenant en compte tous ces résultats du projet Fertilige, nous avons créé le site web que vous avez déjà peut-être consulté et qui est un livre accès depuis juin de cette année. Et donc, par la suite, on va vous illustrer le fonctionnement de ce site web en essayant de répondre à deux questions que pourraient venir des acteurs de la filière de la méthanisation. Donc, on passe à la découverte de l'organisation du site Fertilige à partir de cas concrets. Donc, on va se poser des questions, Julie et moi. Donc, Julie, je te pose la première question. Donc, comment connaître les caractéristiques physico-chimiques et agronomiques d'un digestat donné? Alors, du coup, vous avez vu, j'ai basculé. J'espère que vous voyez tous le site web sur votre écran. Donc voilà. Oui, c'est Donc bien. alors, ouais, c'est bon, super. Bon, du coup, donc pour répondre à ta question, Mariana. Donc en fait, tout d'abord, on peut aller soit sur alors on peut aller. L'idée, c'est d'aller sur la page classe des digestats. Et pour cela, on a plusieurs voies d'accès. Donc soit on y va via le bandeau ici et on clique sur classe de digesta. Mais également ici, vous avez un menu de navigation qui permet, donc via ce schéma interactif, d'aller directement sur les classes de digesta. Ou si vous ne savez pas également, vous pouvez taper par mot-clé ici, classe de digesta, pareil, vous allez atterrir sur cette page. Alors, dans le cas où vous connaissez la ration intrant, par exemple, si vous savez que vous avez un intrant majoritaire, admettons, prenons un exemple, on a un méthaniseur qui est alimenté surtout avec un mélange, enfin, avec un lisier porcin en mélange avec d'autres substrats, et que je veux regarder les caractéristiques en fait de mon digestat brut ou fraction liquide. Bon, et bien, suivant en fait le schéma de l'organigramme ici, je peux facilement m'y retrouver et aller directement cliquer pour aller voir la fiche. Donc ça, j'y reviendrai après. La deuxième option aussi, qui est en cours de mise à jour, mais qui va bientôt être mise à jour à 100%, c'est l'outil ConceptDig, où donc ici, vous avez un lien vers l'outil ConceptDig qui avait été mis en place lors du projet ConceptDig. Donc là, c'est pour aller un peu plus loin dans la description de la composition du digestat.
Donc en fait, l'idée, par exemple, c'est d'aller mettre une recette en termes de, par exemple, de pourcentage ou de tonnes d'intrants. Et le site, en fait, ici, le calculateur va vous donner une idée de la composition, en fait, de votre digesta, mais également la classe dans laquelle vous vous situez. Voilà. Donc si on revient sur le site, donc ici, donc, lorsqu'on va cliquer sur, hop, la fiche Digesta. Donc, on va tomber sur cette fiche ici, qui est la fiche Digesta brut, majorité lisier non ruminant. Et donc là, vous avez différentes rubriques. Donc, cette fiche, vous pouvez la télécharger ici. Vous pouvez également la faire défiler comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle contient, cette fiche? D'abord, on va avoir les intrants majoritaires que l'on retrouve surtout dans les différents digestats qui ont été recensés dans cette typologie. Donc, notamment lisier non ruminant, mais pas que, hein, parce que souvent, ils sont co-digérés avec des résidus, notamment extra-exploitation, comme des biodéchets, des graisses ou des déchets agro-industriels. Ici, vous avez la composition physico-chimique. Alors ici, ce sont des gammes, hein, des gammes de valeurs pour les différents composés. Donc, c'est en kilos par tonne de matière brute, notamment. Et puis ici, vous avez sur la deuxième page, vous avez plusieurs rubriques. Donc, la capacité à entretenir les stocks de carbone du sol. Donc là, au regard d'un autre produit, comme par exemple ici le lisier porcin, vous allez avoir une idée, la médiane en fait du carbone labile et stable. Donc, ce sont des données issues d'indicateurs qui ont été recensés et qui ont été réalisés par des incubations au sol en laboratoire. La valeur fertilisante azotée également. Donc là, pareil, ce sont des médianes sur différents indicateurs, que ce soit l'azote minéral et l'azote organique minéralisable court et long terme, pareil, qui viennent de tests en conditions contrôlées d'incubation sur sol. Et puis ici, à côté, à chaque fois, vous avez, on va dire, un curseur qui vous dit quelle est la stabilité, par exemple, par rapport à un autre produit de ce digesta-là. Quel est son potentiel fertilisant, quel est son potentiel amendant. Voilà. Et puis, il y a toute une rubrique, en fait, sur les recommandations à l'épandage. Donc, selon la culture, les périodes optimales d'épandage, mais également ce qu'il faut et enfin, ce qui est préconisé et ce qui n'est pas préconisé selon le type de digesta. D'accord? Ça, vous le retrouvez sur toutes les fiches. Et puis enfin, vous avez une dernière rubrique sur les contaminants organiques et les éléments traces métalliques. Alors, concernant les contaminants organiques, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure parce que déjà, on n'a pas beaucoup de données et les données qu'on a, en tout cas sur les contaminants organiques qui sont présents dans les réglementations, ils sont très inférieurs aux seuils réglementaires. Ce qui est intéressant à regarder, c'est par rapport aux éléments traces métalliques où là on avait un peu plus de données, c'est les éléments qui sont potentiellement à surveiller par rapport à certaines normes. Voilà. Donc, donc voilà pour ce qui est comment retrouver en fait la caractéristique d'un digestat. Du coup, à mon tour, je vais poser une question à Mariana. Euh, Sachant que le digestat est un produit à risque de volatilisation de l'azote ammoniacal, quel levier mettre en place pour éviter de perdre cet azote à l'épandage? Et pour répondre à cette question, je te propose d'aller sur la rubrique effets de digestat dans le bandeau, puis risques environnementaux et innocuité tout en bas. Et on va retrouver la page, si on descend, risque de perte dans l'air ammoniaque. Et sur cette page thématique que vient de s'ouvrir, vous trouverez dans la première partie de cette page les explications sur le lien entre les différentes propriétés des digestats, les conditions pédoclimatiques et le lien avec le risque de volatilisation d'azote. Et si on descend, vous trouverez les leviers à mettre en place pour maîtriser les pertes d'azote à l'épandage, soit par le choix des conditions météorologiques le jour J. Donc, tu peux monter un petit peu, Julie.
Euh, encore un petit peu. Non, descendre. Descendre. Tu peux descendre. Sur les bonnes pratiques. Exactement. Ouais. Donc, on a les conditions météorologiques comme l'absence d'ensoleillement, des températures fraîches, absence de vent et avant une pluie. Et on a aussi les leviers en lien avec le choix de matériel d'épandage. Donc, de ne pas épandre avec la buse-palette, donc il y a une interdiction réglementaire pour le faire, de privilégier l'enfouissement direct autant que possible ou incorporer le digestat rapidement après l'apport. Donc, ici, on a tout le contenu sur la volatilisation de l'azote ammoniacal. Et on a ces bonnes pratiques, mais en complément, on peut aller encore sur le bandeau en conseil en fertilisation. C'est une entrée un peu plus opérationnelle. Et dans la section déterminer la période optimale d'apport et choisir le matériel d'épandage, on a ces tableaux qui sont aussi présents dans les fiches Digesta que Julie a présentées. Et dans ces recommandations à l'épandage, on a un code couleur que va nous indiquer pour chaque type d'équipement la faisabilité technique avec les conseils pour limiter les pertes d'azote par volatilisation. Donc, par exemple, tout à droite pour l'enfouisseur à disque ou à dents, donc c'est-à-dire toujours que l'enfouissement est possible. On a du vert foncé. Quand l'enfouissement n'est pas possible, c'est du rouge. Donc, techniquement, c'est pas possible d'enfouir quand on a une culture sur place. Donc, dans ces cas-là, on dispose d'autres équipements. Et on est en vert avant-semis parce que dans ces cas-là, on a toujours la possibilité d'incorporer le digestat au sol avec un outil à disque. Donc, ça va nous permettre de réduire les pertes par volatilisation. Et dans les autres situations, on a mis en jaune parce qu'il faut regarder de près les conditions météorologiques et éviter des jours de vent et des températures supérieures à 15 degrés pour garder notre azote pour les cultures et éviter les pertes d'azote par volatilisation. Donc, voilà les deux exemples qu'on vous présente aujourd'hui pour utilisation de ce guide. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur notre présentation, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on fait questions. Normalement, on passe la parole à Aurélia et après, c'est le temps des questions. Très bien. Est-ce que Aurélia, tu veux partager depuis ton écran ou tu avais besoin qu'on passe les diapos pour toi? Bonjour, je peux partager mon écran. Très bien. Est-ce que tu as assez de bande passante pour qu'on te voie juste dire un petit bonjour ou Normalement, j'ai toujours assez de bande passante, mais je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. on ne te voit pas à l'écran là, mais Ah oui, mais parce que j'ai coupé ma caméra. c'est bon. Là, ça doit être mieux. Oui, Ouais. merci. Oui. Eh ben, rebonjour à tous. Par contre, moi, j'ai toujours un petit peu du mal à mettre en plein écran. Ça fait toujours un bug, mais je veux bien essayer de mettre en plein écran et vous me dites si ça passe ou pas. Alors là, il faut que je déclique. Voilà. Et non, c'est bon. Oui, C'est parfait. parfait. Merci. Ouais. Mais merci de nous donner la parole. Je représente mes collègues et moi. Donc, c'est un travail préliminaire qui va vous être présenté aujourd'hui que nous souhaitons continuer. Donc, on a encadré un étudiant en stage cette année, donc Pierre Beunier, qui était donc en stage M2 avec nous. Donc, nous avons encadré cet étudiant, donc moi-même, Nouraya Akal et Warda Baziz. Donc, Nouraya Akal et comme moi, nous sommes à l'UMR SAS à Rennes. Et Warda Baziz est en thèse, et donc le travail de Pierre a alimenté aussi en partie le travail de thèse de Warda Baziz. Donc le but de ce stage, c'était d'étudier les modifications de pratiques de fertilisation associées à l'implantation d'un méthaniseur. Donc, nous avons enquêté donc, ce début d'année chez une quinzaine d'agriculteurs méthaniseurs. Vous verrez la carte juste après. Donc, on a enquêté sur tout leur système et toutes leurs pratiques. Et l'objectif de ce formulaire d'enquête était d'enquêter sur les pratiques et le fonctionnement de leur exploitation avant et après l'implantation des méthaniseurs
pour permettre d'identifier les pratiques avant et les pratiques après et d'identifier les modifications en cours, enfin, qui ont eu lieu, mais aussi de permettre de calculer à terme des flux carbone, azote, phosphore. Et ça, c'est important parce que ça a aussi fait qu'on a eu un formulaire qui était assez important. Donc, on a posé des questions sur l'exploitation, sur l'unité de méthanisation, sur le système d'élevage, sur les assolements, la fertilisation, les amendements, les prairies, et on a fait des questions ouvertes. On a mis du temps avec eux, on était en entretien semi-directif et on est allé à chaque fois les voir. Voilà. Et donc, vous voyez sur la carte ici, donc on a enquêté donc, auprès de 15 méthaniseurs. Donc, on a regroupé notre travail en Grand Ouest et Nord-Ouest et Nord-Est, puisqu'on a eu la chance d'aller enquêter dans l'Est de la France. Dans le Grand Est, donc ça c'est Pierre qui il est allé enquêter, et lui son école était en Belgique, donc il connaissait des méthaniseurs là-bas, donc il est allé enquêter deux en Belgique et un dans les Ardennes. Sinon, on a enquêté aussi un en Normandie, et puis dans le Grand Ouest, ça allait de Poitiers jusqu'à la Bretagne. Donc les enquêtes, on avait fait un parti pris qui était, ou un choix a priori, qui était d'avoir une ancienneté supérieure à 5 ans. Donc ce travail a pu être fait grâce à l'aide de Elsa Rouche de l'Association des méthaniseurs de France, puisque c'est grâce à elle que nous avons eu les contacts avec les agriculteurs qui se sont manifestés comme favorables au fait que nous allions enquêter chez eux. Et donc, ce travail a aussi été conduit en lien étroit avec les travaux conduits avec Fertilige, d'où ma présence aujourd'hui, puisque nous sommes repartis de la classification qui vient de vous être présentée par Mariana et Julie, et que nous avons travaillé sur les digestats bovins et les digestats porcins. Bon, alors là, on était sur des liquides et des solides, hein, ou des bruts, mais en tout cas, on était sur ce type de méthaniseur. Là, c'est sur ce graphique. Ce graphique représente en fait la composition moyenne, toute unité de méthanisation confondue, pour les exploitations porcines, mais aussi les exploitations bovines. Et on peut voir, alors désolé, les animations, je ne les ai pas bien regardées, c'est une erreur de ma part, je m'en excuse. Et donc, nous pouvons voir en fait que on a une différence entre la composition moyenne dans le méthaniseur en bovin et en porcin, avec davantage de cette diversité d'intrants dans les méthaniseurs avec des effluents porcins. Et on a déjà observé ça, comme vous avez pu le voir au préalable, dans le travail conduit dans Fertidige. Et donc, notre travail on peut dire que notre échantillon était représentatif de la composition qui a été observée dans le travail Fertidige, mais aussi représentatif de la moyenne des méthaniseurs agricoles français. Et ça, c'est Pierre qui l'a présenté pendant sa soutenance de mémoire. Les seules différences qu'on avait avec France Agrimaire, c'est un peu moins d'effluents d'élevage et de cives, mais par contre un peu plus de coproduits des industries agroalimentaires. Désolée, alors là, je vais tout mettre parce que je n'ai pas regardé les animations, ce sera mieux comme ça. Donc maintenant, je vais vous présenter les modifications associées aux assolements. Et ces graphiques représentent les surfaces totales pour toutes les exploitations. Donc à chaque fois, dans le rouge un peu plus foncé, c'est après l'implantation des méthaniseurs, et en saumon ou orange un peu plus clair, c'est avant l'implantation des méthaniseurs. Donc, on a repris les catégories de cultures classiques, hein, avec les prairies permanentes et naturelles, les cultures fourragères, les cultures industrielles. Alors, pas toujours instinctif, mais là, on entend pommes de terre, par exemple, les surfaces en oléoprotéagineux et les surfaces en céréales. Alors, ça, comme je vous disais, c'est un travail préliminaire et on va l'affiner avec ma collègue Nouraya. Et Warda aussi devrait en sortir un article scientifique. Donc là, c'est des surfaces totales. C'était un moyen de présentation qui peut masquer des petites différences un peu plus ténues intra-exploitation. Donc là, on est sur de la somme totale, toute exploitation confondue. Donc on voit qu'on a on a en tout cas une légère augmentation de la surface agricole utile dans nos exploitations avec méthaniseurs, mais qui correspond avec l'augmentation qui a eu lieu en France, avec et sans méthanisation. On a une légère diversification des cultures à l'intérieur de ces exploitations, puisqu'on a eu en moyenne une culture et demie de plus après implantation des méthaniseurs. Avec ce graphique à gauche, vous voyez qu'on a une légère diminution du blé.
Par contre, on a une légère augmentation pour du maïs grain et de l'orge d'hiver. Pour les protéagineux, on a une. Alors ça, c'est vrai, en allant enquêter chez eux, on s'est rendu compte qu'ils avaient fortement diminué leur surface en colza, alors que c'est l'inverse qui se passe en France quand il n'y a pas de méthanisation. Et se pose la question s'ils n'ont pas retiré le colza, puisque c'est une culture d'hiver occupant le sol longtemps, est-ce que ce ne serait pas en lien avec l'implantation de cives, justement pour libérer la place pour mettre des cives et on retire le colza. Et puis le colza est peut-être aussi une culture qui n'est pas toujours simple en fait de conduite. Donc en tout cas, ils ont eu tendance à la retirer au profit de d'autres. Diminution aussi des cultures industrielles et par contre augmentation des prairies légères et augmentation des cultures fourragères. En termes de fertilisation, c'est le cœur de la discussion d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour ce graphique, pareil, est un graphique préliminaire qui sera amélioré par la suite. En tout cas, il représente correctement la chose qui est que avant et après méthanisation, donc avant c'est marron clair et après c'est marron plus foncé, l'azote d'origine organique, en tout cas la quantité épandue à l'hectare n'a pas été modifiée, vous pouvez voir, quelles que soient les exploitations. Donc on est sur une valeur moyenne de 170 unités par hectare. Donc la quantité moyenne à l'hectare n'a pas été modifiée. Par contre, la surface qui reçoit de la matière organique, elle, a été quasi doublée. Donc c'est dire qu'à l'arrivée d'un méthaniseur, en fait, ils ont une source de matière organique avec des intrants qui sont extérieurs à l'exploitation, qui fait qu'ils ont davantage de matière organique à épandre sur leurs exploitations, d'où aussi ceci. Ils ont aussi évoqué le fait que la substitution des apports des effluents d'élevage brut par du digestat a permis de faciliter la gestion des effluents et la fertilisation avec ça. En tout cas, c'était un réel atout pour eux. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans notre formulaire d'enquête, mais qui est apparu chez bon nombre de nos méthaniseurs. Et concernant l'azote d'origine minérale, donc pareil, bleu clair avant méthanisation, bleu plus foncé après méthanisation. Contrairement à l'azote organique, où là, on a eu l'azote organique, comme je vous ai dit, on n'a pas eu de modification des doses et on a eu par contre un doublement des surfaces. La quantité et la surface recevant de l'azote minéral à elle a été diminuée pour les deux. En ce qui concerne le phosphore et le potassium d'origine minérale, c'est les constats qui sont similaires, mais par contre une augmentation du peu organique, ce qui correspond avec l'augmentation de la surface en organique, et par contre du potassium organique qui lui restait stable. Concernant maintenant les cultures qui ont reçu cet azote, donc concernant les grandes cultures, on voit qu'on a eu une modification. En fait, ils ont vraiment utilisé leur digestat sur les cultures. Ils ont modulé en fait leur fertilisation avec leur digestat. Et donc, ils ont fait ça en fonction de la distance. Beaucoup, hein, c'était la distance d'implantation par rapport à leur méthaniseur. Donc, ils ont privilégié les courtes distances pour utiliser leur digestat, ce qui s'entend. Et aussi, certains ont optimisé par rapport à leur culture, celle qui valorisait le mieux leur digestat. Et donc, ils ont adapté de ces deux façons-là. Et certains aussi étaient en digestat avec des conduites d'irrigation, ce qui leur a permis d'envoyer légèrement plus loin leur digestat. Donc, sur l'azote minéral a été arrêté sur la betterave. Par contre, l'azote organique, lui, a été maintenu. L'azote minéral a été globalement diminué sur le blé, l'orge d'hiver, le colza, avec augmentation en revanche de l'azote organique sur ces cultures-là. Pas de modification de l'azote minéral pour le maïs grain, mais par contre une diminution de l'azote organique apporté sur cette culture. Les cultures fourragères, maïs en silage, les cultures fourragères ont reçu moins d'azote minéral, mais par contre une augmentation de l'azote organique, donc utilisation de leur digestat à la place du N minéral sur ces cultures-là. Et les intercultures, apparition, donc les intercultures, on peut entendre les cives, apparition d'une fertilisation sur les cultures, comme vous savez, avant c'était des cipans, donc des cultures intermédiaires à piège à nitrate, donc on ne fertilisait pas. Et là maintenant, avec les cives, donc à vocation énergétique, rendement oblige, en tout cas besoin de produire une certaine forme de biomasse, et donc l'apparition d'une certaine forme de minéralisation, de fertilisation est apparue, à la fois en minéral, mais aussi en organique. Donc ça, c'est la différence avec avant. Donc on a vu de plus fortes évolutions sur les cultures fourragères et bien sûr les intercultures qui ont reçu en première de la fertilisation. Et pourquoi une augmentation du recours à l'organique? Comme ils nous ont évoqué, c'est
plus facile pour eux de gérer et d'épandre leur digestat par rapport à des effluents d'élevage. C'est un réel avantage pour eux. Enfin, en tout cas, ça a été vraiment évoqué. L'introduction aussi d'intrants extérieurs à l'exploitation via le méthaniseur qui viennent du territoire, qui viennent d'agriculteurs extérieurs, puisque parfois certains sont en regroupement, même dans notre panel. Et donc, ça augmente la quantité d'azote disponible sur l'exploitation. Donc, ça fait plus d'organique à épandre. Et puis, une volonté, comme je vous le disais à l'instant, de maximisation des rendements des cives avec une fertilisation pour limiter les intrants extérieurs aux méthaniseurs, puisqu'ils essayent autant que faire se peut de limiter leur dépendance aux intrants et les fluctuations qui pourraient aller avec, et la concurrence potentielle. Donc, ils essayent de maximiser le rendement en interne dans leur exploitation pour alimenter en continu leur méthaniseur. Et les cives sont un bon moyen pour ça. En conclusion, donc, on peut voir avec ce travail qu'on a eu des évolutions, à la fois en assolement, avec modification des assolements, avec diminution des oléoprotéagineux et augmentation des cultures fourragères, une modification de la fertilisation avec une diminution de la fertilisation minérale au profit de la fertilisation organique, avec, comme je le disais, un doublement des surfaces en organique. Une diversification des assolements et puis une diversification des intrants qui rentrent dans l'exploitation et qui rentrent dans le méthaniseur et donc qui créent de la ressource organique sur leur exploitation. Et une stabilité, sinon, hormis ces choses-là, une stabilité des pratiques agronomiques, que ce soit le travail du sol, les phytosanitaires, les pratiques d'irrigation ou non-irrigation. En tout cas, toutes les autres ont été plutôt stables. Et les pratiques zootechniques ont été aussi globalement stables et en tout cas pas directement liées à la méthanisation lorsqu'il y a eu des changements. Même si une souplesse financière a été permise grâce aux méthaniseurs et qui a engagé chez certains en tout cas une diversification de leur exploitation grâce à l'entrée financière du méthaniseur. Et les perspectives, alors on souhaite continuer ce travail puisqu'on a fait 15... On a enquêté chez 15 agriculteurs pionniers plutôt, et là, on souhaite étendre le travail chez des méthaniseurs plus gros, collectifs et plus récents, mettre en commun avec des travaux qui ont été conduits antérieurement, comme par Solagro, pour avoir une vision la plus large possible des changements de pratique, analyser tout ça et calculer des flux à l'échelle de l'exploitation, voire du regroupement d'exploitation, et d'en analyser les éventuelles fuites et de faire du diagnostic de ces pertes. Bien sûr, diffuser auprès des agriculteurs qui ont été enquêtés de l'AMF et puis valoriser et diffuser ces résultats concernant ces modifications de pratiques et d'assolement. Et une autre qui n'a pas été citée là, c'est de citer aussi sur le site web Fertidige des exemples d'insertion des digestats au sein des pratiques de fertilisation, puisque certains agriculteurs pilotent vraiment tout ou partie, toute ou bonne partie de leur fertilisation avec leur digestat et ont très peu recours au minéral. Merci à vous. Merci à vous trois, donc Aurélia, Julie et Mariana. Alors, on a un tout petit peu débordé, donc on va peut-être juste prendre deux, trois questions. Je ne sais pas si Cécile, qu'on a mis dans le chat, tu veux éventuellement ouvrir ton micro et les poser directement. J'ouvre mon micro. Bonjour. Voilà, et juste on se donne 5 minutes max avant de passer à la partie témoignage. Question là sur N minéral, N organique principalement. N organique, ça correspond à l'intégralité du N digesta, qui est principalement. Oui. Mais il n'est pas organique. Il est issu d'un produit organique, mais c'est du minéral, c'est NH4. Oui, je me permets, Aurélia, je pense que c'est par rapport à la réglementation, à la limite de 170 unités d'azote par hectare Oui, non, mais quand on parle de N minéral, c'est le minéral acheté. d'origine minérale et Oui, c'est ça, oui. de source organique. Oui. Mais c'est sûr que dans le digestat, il y a aussi de l'azote minéral, On est d'accord, oui. l'azote organique. Oui, Mais là, on parle de l'origine. L'origine. Oui, Oui. on modifiera sur nos diapos, vous avez Oui, raison. donc le digestat, il est considéré un produit organique, donc une source organique d'azote. Et quand vous parlez de l'évolution des assolements, mais il n'y a pas que le colza qui est lié aux cives, hein. Il y a, le blé, ça peut marcher aussi, parce que c'est souvent des cives qui sont récoltées au printemps. Donc ça nécessite d'utiliser derrière des cultures de printemps. Donc ça peut faire augmenter certaines cultures de printemps et faire diminuer des cultures d'hiver. On est d'accord, c'est ce qu'on a observé, nous, en tout cas, dans notre panel enquêté. Mais je pense que ça doit être assez généralisable.
Par contre, Ok. nous, on a aussi pas mal de méthaniseurs qui utilisent du maïs. Et je sais pas dans quelle catégorie c'est rangé le maïs dans Fertidige, parce que j'ai regardé, mais c'était pas, j'ai pas tout regardé, hein, mais j'ai peut-être loupé. Mais on Il- n'a pas trop de références avec vraiment majorité maïs. On a des références avec intrants végétaux majoritaires dans le CIV. Oui. Donc, a priori, ça serait dans la catégorie, entre guillemets, intermédiaire. Hmm. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, non, on n'a pas forcément beaucoup de références que maïs, quoi. Il n'y a pas que maïs, mais c'est souvent soit fumier maïs, Ah oui. soit maïs majoritaire avec quelque chose d'autre en bec, soit Mm. des différents déchets, soit ça existe aussi. Surtout, mais pas trop sur des systèmes qui sont basés sur des exploitations d'élevage, plutôt sur des systèmes basés sur des exploitations de polyculture. Mm. Et c'est peut-être justement dans les systèmes qui sont moins étudiés parce qu'ils sont plus récents, Ouais. peut-être. Mais je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas, les intrants, lorsqu'on a souvent des cives ou des végétaux, même si la nature de certains cives ou végétaux peuvent différer en termes de matière organique, on les retrouve quand même dans cette catégorie intermédiaire où on a des mix entre effluents d'élevage et intrants issus de culture, cives, etc. D'accord. Donc potentiellement, ça peut se retrouver, je pense, dans cette catégorie-là. D'accord, merci. Merci. Je propose qu'on passe peut-être à la partie témoignage en passant la parole au lycée agricole d'Aubernais avec Margaret. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Alors, un partage d'écran. Et peut-être si vous avez d'autres questions dans le chat à poser, nos trois intervenantes elles restent encore un petit peu avec nous, donc vous pouvez toujours écrire vos questions et puis qu'elles essayent d'y répondre un petit peu en parallèle dans le chat. Et là, vous voyez les diapos en plein écran. Oui, c'est bon. C'est tout bon. Ok. Là, je vais faire la transition entre la présentation plutôt sur les bases de ce que c'est que le projet Fertidige et l'implication des différents établissements d'enseignement agricole dans le lycée agricole d'Aubernay. Si tu peux te présenter aussi, Oui, Margaret, peut-être. je peux me présenter. Donc, Margaret Johnson, je travaille dans le service expérimentation au lycée agricole d'Aubernay. C'est un service qui est situé à la ferme. Et donc là, je profite pour passer. Non, il ne peut pas passer. Voilà. Donc, je passe à la diapo suivante. Donc, le lycée agricole à Aubernay, enfin, l'établissement est situé sur deux, deux sites différents. Le lycée comprend plus de 500 élèves et étudiants. L'établissement comprend également un CFA, CFPPA, une exploitation et un service expérimentation. Le lycée agricole d'Aubernay, donc c'est le seul EPL situé dans le département du Bas-Rhin, enfin, le Bas-Rhin en fait, c'est dans l'Alsace et c'est un des premiers territoires où on voit des implantations d'unités de méthanisation dans les années 2010. La participation de lycée agricole d'Aubernay au projet Fertilige assure certaines missions que vous avez citées à gauche de l'enseignement agricole, dans la formation initiale et continue. Ça, c'est via la rédaction et le test du guide qui vous a été présenté tout à l'heure. L'insertion professionnelle des jeunes et des adultes en assurant une meilleure compréhension des enjeux qui sont liés à la méthanisation agricole et à la valorisation agronomique des digestats et enfin les activités de développement et expérimentation agricole telles que c'est présenté dans les cursus des apprenants d'Aubernay via l'essai DIGIO où ils participent à l'acquisition des données
sur l'impact des digestats agricoles sur l'agroécosystème. Donc ça, c'est un autre projet qui est en parallèle au projet Fertilige, qui est porté par l'établissement à Aubernais. C'est les données qui proviennent du projet du lycée d'IGO ont participé à l'alimentation en partie de la base de données qui a été utilisée pour classer les différents types de digestats dans le projet Fertilige. Donc là, j'ai une petite présentation de la ferme du lycée agricole d'Aubernais. Nous avons 4 ateliers sur place, donc 4 ateliers qui représentent les activités agricoles qu'on voit très régulièrement sur le territoire, dont le houblon en bio, les grandes cultures, les bovins à l'engraissement et des productions d'énergie via le photovoltaïsme et la méthanisation agricole. Donc, comme je disais, donc, chez nous, le méthaniseur a été installé en 2012. Ça fait parmi les premières unités de méthanisation agricole, enfin des premières unités tout court, est installé en France dans les années 2010. Les projets qui sont sur place à l'exploitation sont réfléchis selon notre contexte local. Ces projets-là, ils tournent autour des enjeux environnementaux et sociétaux et le développement d'un système de production agroécologique viable est toujours au cœur de ces réflexions. Comme je disais tout à l'heure, donc l'EPL comprend aussi un service expérimentation depuis 1 an. Ça, cette création de services expérimentation nous permet de mieux assurer la gestion technique, mais aussi administrative des différents projets qui sont en cours, soit des projets qui sont portés par l'établissement dans l'IGO, l'étude des impacts des digestats et HOP50 laissés sur l'adaptation du houblon au changement climatique. Et les services expérimentation assurent aussi les liens avec les partenaires extérieurs via des partenariats aux projets de R&D tels que Fertilige. Donc là, je rentre dans le vif du sujet. Donc, quelle est l'implication concrète de notre établissement dans le projet Fertilige? Donc, on a une implication sur le plan de R&D. Donc ça, c'est assuré via notre service expérimentation. Et on a également une implication sur le plan pédagogique, assurée avant tout par le lycée Le Lecta. Donc, le service expérimentation assure la gestion d'un essai qui porte sur l'impact des digestats agricoles sur l'agroécosystème. C'est un essai qui est en place depuis 2018 maintenant. Ça fait 6 ans que cet essai tourne. Et on étudie, entre autres, les digestats qui sont issus du méthaniseur du lycée. Sur le plan pédagogique, notre implication dans le projet Fertilige a été de participer au test du guide produit dans Fertilige. Ça a été une mise en situation par les enseignants et une évaluation par les apprenants en termes bac techno et BTS ACD1. Donc, c'était une évaluation à la fois pour son accessibilité, est-ce qu'ils arrivent à trouver les réponses à leurs questions, et aussi pour son esthétique, est-ce qu'ils arrivent à comprendre le plan de ce site, est-ce qu'ils arrivent à en tirer quelque chose des schémas qui ont été soigneusement produits dans le cadre du projet. ACD, c'est agronomie et culture durable en première année, du coup, là, Oui, pour je l'ai expliciter. ici. Ok, J'ai mis merci. les acronymes ici. Ok, merci. Et les acronymes, je ne suis pas enseignante. Je travaille dans le lycée agricole, je ne suis pas enseignante, donc ça prend du temps des fois de comprendre tous ces les différents acronymes. Donc le site Fertilige, on considère avant tout que c'est un support de recherche pour les élèves. Donc il faut prendre en considération le type de formation et le niveau d'études avant de pouvoir proposer ce site aux élèves.
d'après notre, notre test, enfin, notre mise en situation du guide, on a trouvé avec mes collègues enseignants que ce support, ce guide sur les digestats est plutôt bien adapté pour les différentes filières de BTS, que ce soit en première ou en deuxième année. Donc les Gémeaux, gestion et maîtrise de l'eau, les ACD, agronomie et culture durable, et les axes, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Ce sont les 3 filières de BTS que nous avons à Obernai. Globalement, ça pourrait aussi rentrer dans les référentiels pédagogiques des autres BTS. La licence pro pourrait aussi plutôt bien réceptionner ces informations. En, en bac techno, donc bac technologique STAV, c'est les sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, plutôt niveau terminal, et aussi plutôt la partie de cette formation qui est plutôt en production, plutôt qu'en aménagement. C'est une collègue qui a mis le guide en test devant les deux. Donc là, vous avez dans les camemberts les différents avis qui, euh, qui ont été retournés dans les questionnaires, pas des satisfactions, mais les questionnaires d'évaluation du guide. Vous voyez que donc déjà les BTS ACD, ils étaient en groupe, d'où le nombre d'effectifs un peu moindre. Les bacs techno, on peut imaginer que voilà, la moitié des bacs techno en terminale qui ont répondu neutre, c'était plutôt neutre, ils ne savaient pas comment s'y prendre éventuellement. Parmi cette moitié qui a répondu neutre ou alors insatisfait, il se trouve que c'était plutôt les STAV en aménagement plutôt que les élèves qui sont en production. Donc ce site serait un peu moins adapté. Alors tout dépend de comment est-ce que l'information est présentée, mais un peu moins adapté en tout cas pour ces terminales techno STAV en aménagement, première bac pro techno ou classe de seconde. En tout cas, tel qu'il est présenté. Après, ça n'empêche pas voilà, de télécharger des fiches, d'apporter l'information autrement. Parce que ce qu'on trouvait, c'est que le guide Fertilige qui a été produit par Fertilige est, mine de rien, un très bon support de recherche, ou plutôt un travail en individuel, un travail que ce soit dans des projets tutorés, pardon, ou en PIC, afin que les élèves puissent aller encore plus loin. Et le site Fertilige, c'est avant tout un outil pour former les enseignants. Donc des enseignants qui peuvent être moins informés de règle générale, qui sont curieux, qui veulent apporter un peu plus d'informations, enfin, des données concrètes qui sont issues d'un projet de R&D. Ça, le site Fertilige arrive à présenter ces informations issues du monde de recherche dans une façon très digérable. Là, c'est avant tout donc, des enseignants qui ne sont pas forcément, enfin, qui renseignent pas forcément dans des cursus autour de la méthanisation. Donc là, je pense au CS RUMA, le certificat de spécialisation pour ceux qui veulent devenir responsables d'unité de méthanisation agricole. On pense notamment au reste du lot d'enseignants qui veulent apporter des, des matières autour de cette finalement pas très nouvelle technologie, mais ces nouvelles pratiques agricoles qu'on voit de plus en plus sur nos territoires. Voilà. Merci Margaret. Je
propose peut-être qu'on enchaîne les 3 témoignages un petit peu avec Lucie à Pontivy et puis ensuite Étienne. Et puis qu'on garde les questions d'ensemble pour la fin. Bonjour, alors je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? C'est pas encore en mode de présentation. Je sais pas si tu peux refaire la manip comme tout à l'heure quand ça marchait bien. C'est bon? Oui, parfait. Donc, bonjour, je suis Lucie Lejeune, je suis enseignante en agronomie en BTS Saxe au lycée agricole de Pontivy. Je suis aussi coordinatrice en BTS et je suis membre du RMT Bouclage. Je suis, je crois que je suis à moitié maintenant correspondante pour l'enseignement de ce RMT. Donc, je vais vous présenter, alors, je vais couper ma vidéo parce que je n'ai pas beaucoup de... Je vais vous présenter comment j'ai utilisé Fertilige avec les étudiants. Donc, c'était dans le cadre d'un MIL méthanisation en BTS Saxe, donc un MIL module d'initiative locale. C'est un module dont la thématique est au choix de l'équipe enseignante. Donc, autant tout le référentiel est commun à tous les BTS de France, et autant nous avons 2 semaines c'est équivalent à 2 semaines à peu près de cours de MIL dont les équipes choisissent localement le thème. À Pontivy, on a choisi de travailler une semaine sur la méthanisation, comme on a un méthaniseur au Gros Chêne, et que c'est un sujet qui interroge les étudiants et en tout cas suscite pas mal de discussions. Donc, cette semaine, je l'ai mis en place déjà deux fois sur 2 promotions. Donc, mon intention de départ, c'est de partir des représentations qu'ont les citoyens sur la méthanisation pour essayer d'identifier des points à approfondir et essayer d'apporter comme ça de la connaissance aux étudiants. Et ensuite, c'est la méthanisation qui est un peu le fil conducteur des cours d'agronomie qu'il y aura tout au long du reste de la formation. Ce module intervient en février de la première année, donc il y a le temps d'avoir un peu de prérequis et après le temps d'exploiter tout ce qui a été fait. Donc les objectifs durant cette semaine-là, c'est d'être... Enfin, je veux que les étudiants aient une posture professionnelle sur un sujet qui fait débat en mettant à distance leurs idées reçues, car eux-mêmes ont de nombreuses idées reçues sur le sujet, qu'ils soient capables de rechercher de l'information technique, scientifique, de l'analyser, être capables de construire un guide d'entretien et d'en analyser les résultats. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on demande à un technicien une fois qu'il est diplômé, donc on essaie de les former à ça, d'être capable d'argumenter leurs idées tout en restant neutre, voilà, adopter la posture professionnelle, acquérir des connaissances et ensuite d'être capable de restituer tout ça à un grand public, pas forcément à des techniciens. Donc, comment on peut restituer un sujet qui fait débat avec des mots simples sans prendre parti, même si parfois ils en ont très envie. Donc, je commence par leur poser ce que j'appelle une commande professionnelle. Donc, voilà, je leur dis, vous êtes sollicité par des agriculteurs pour un projet de méthaniseur. Ils viennent de recevoir une pétition de riverains contre leur projet. Ils vous sollicitent pour organiser un atelier de sensibilisation autour de la méthanisation. Vous pourrez tester votre animation auprès des classes du lycée avant de rencontrer l'agriculteur. Donc ça, c'est le premier jour. Ensuite, on identifie les représentations autour de la méthanisation. Donc, je montrerai après comment, donc les leurs, celles du lycée et puis celles qu'on peut lire dans la presse. Ensuite, la deuxième phase, ça va être acquérir des connaissances. Donc là, on va visiter plusieurs méthaniseurs, donc celui du lycée qui est en injection directe. L'année dernière, on a visité un micro-méthaniseur, après un méthaniseur plutôt passif, type nénuphar. Et là, cette année, on va essayer d'aller voir aussi un méthaniseur plutôt de type industriel. On fait des apports de cours, des recherches documentaires, des échanges avec des professionnels.
Et tout ça dans le but, à la fin de la semaine, d'être capable de proposer une animation. Donc, ils sont évalués en CCF, contrôle continu en cours de formation, donc ça compte pour leur diplôme. Et ensuite, ils restituent, ils valorisent cette présentation. Donc, la première année, c'était à une classe de terminale. Et là, l'année dernière, ils l'ont présenté à d'autres BTS bretons lors d'une journée de rencontre. Donc, les représentations au sein de la classe, on fait un photolangage. Donc, ça dure une petite heure, j'ai une trentaine de photos, et puis voilà, on essaye. Moi, j'essaie en tout cas d'identifier ce que déjà eux pensent de la méthanisation, qu'est-ce qui va bloquer les étudiants, ou voilà, quelles sont leurs représentations à eux. Ensuite, on a une séance au CDI avec un journaliste. L'année dernière, c'était Raphaël Baltos, qui a travaillé aussi beaucoup sur la méthanisation, donc il nous parle du métier de journaliste. On essaye d'identifier les sujets qui font débat dans la presse. Donc, on a fait une sorte d'escape game au CDI. Ils avaient analysé des ressources sonores et écrites. On essaie d'identifier les différents types de presse, les messages qui passent, et qu'est-ce qui se dit aussi dans la presse. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans la presse, ils disaient beaucoup de choses, parfois rien, mais enfin, qu'il y avait aussi des préjugés ou des représentations dans la presse. Et ensuite, à partir des conseils que leur donnent les journalistes, ils construisent une enquête pour aller enquêter au lycée ce que pensent les gens du lycée, que ce soit les enseignants, les étudiants ou le personnel de la méthanisation. Donc, c'est via Pronote, c'est un logiciel interne. Il y a 7 ou 8 questions qui permettent un peu de mettre en évidence les représentations. Donc là, j'ai mis un extrait. On a eu par exemple, j'ai peur des odeurs et des fumées. Dans les méthaniseurs, on brûle des carcasses et on les transforme en gaz. Une fois passé dans la méthanisation, dans le méthaniseur, la matière organique ne vaut plus grand-chose. Cela permet aux agriculteurs de régler les surplus d'effluents. Donc, à la fin de cette phase, les étudiants ont identifié en général une vingtaine d'idées comme ça qu'ils ont envie de déconstruire ou d'approfondir et de restituer, entre guillemets, le vrai du faux lors de leur animation. Donc, après, c'est pendant la phase d'apport de connaissances, justement, que le guide Fertilige, c'est un peu la Bible. Donc, jusque-là, je ne l'avais pas pour pouvoir, même moi, me former. Donc, il faut aller chercher des infos un peu partout. Donc là, c'est vrai que ce guide, pour l'enseignant, est vraiment une mine d'informations. Donc, cette année, on l'a utilisé. Je mettrai après. Donc, je reste juste sur la semaine. Donc, après, on fait des apports de connaissances, pardon. Donc, des cours, des visites, des recherches, etc. Et après, ils répondent à la commande. Donc, c'est évalué et ensuite, c'est restitué. On est sollicité par d'autres classes pour faire des interventions d'une heure. Par exemple, c'était au terme ou à la journée inter-BTS, comme je vous l'avais présenté. L'année dernière, du coup, j'ai utilisé Fertilige dans la phase de test du guide. Donc, ce n'est pas de la même manière que je pourrais l'utiliser par la suite. Mais pour vous montrer comment je l'ai utilisé, on était reparti sur une séance d'une heure, 1h30, où on avait sélectionné des représentations ou des craintes, entre guillemets, qu'ils avaient identifiées dans leurs enquêtes liées au sol et au digestat. Donc, par exemple, la méthanisation engendre un déstockage du carbone du sol, la méthanisation appauvrit les sols en matière organique, le digestat ne vaut plus rien, il peut y avoir des pollutions, le digestat tue les vers de terre, ça entraîne des émissions de gaz à effet de serre et un bilan carbone désastreux. Donc, les étudiants étaient en binôme. On leur avait demandé du coup d'aller sur le site Fertilige
et puis d'aller chercher la réponse à ces questions-là et d'enrichir le diaporama qu'ils avaient déjà préparé. Donc voilà, pour nous, c'est vrai que c'est une mine d'informations. Là, nous, ça a bien marché parce qu'on les avait guidés, ils avaient une réponse bien précise, enfin une question bien précise à chercher. Après, tout à l'heure, Margaret, tu disais pour les BTS, c'est adapté. Oui, je pense qu'il y a quand même du vocabulaire assez technique, donc il y a besoin d'un peu de prérequis. Mais pour ce module-là, c'est vraiment un site qui est très adapté. Et puis pour les enseignants, bah, c'est une ligne d'information parce que c'est vrai que ça regroupe beaucoup de résultats de recherche, plein de connaissances en agronomie, sur le fonctionnement du sol, sur la fertilisation. Donc, merci à tous les contributeurs. Merci Lucie. Et du coup, on va passer au regard dans le cadre de la formation continue avec Étienne Albin à Bar-le-Duc. Remets ton micro, Étienne. Oui, c'est moi qui partage, c'est ça? Oui, c'est ça. Mets bien ton micro en face. Vous m'entendez bien? Oui, c'est correct. Alors, moi, donc, Étienne Albin, je suis coordinateur et formateur du CS RUMA. Donc, vous avez entendu parler tout à l'heure, certificat de spécialisation responsable d'unité de méthanisation agricole. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous présenter déjà la formation, comment j'aborde le digesta dans mes séquences pédagogiques, et puis la place, bien sûr, de Fertidige dans ces séquences pédagogiques. Donc déjà, pour le CS RUMA, c'est 420 heures en centre, hein, globalement 12 semaines, et l'équivalent en entreprise. C'est une formation qui est en alternance. J'ai des adultes et des apprentis. Il faut qu'ils aient la capacité professionnelle, donc c'est un niveau bac minimum. Et donc, le CS RUMA, c'est 6 modules de 70 heures, c'est-à-dire 2 semaines à peu près, dont un module parmi ces 6 modules qui est le module valoriser le digesta, ce dont je vais vous développer maintenant. Donc, dans le fonctionnement du module, c'est une semaine en centre, on verra tout à l'heure, puis 1 à 2 semaines ensuite en entreprise, et puis de nouveau une semaine en centre avec une évaluation le vendredi. Et pour l'évaluation, ça consiste à un entretien, on n'a pas d'explicitation, au cours duquel donc, les candidats vont présenter une organisation d'épandage sur 2 parcelles support qu'ils ont vu en entreprise, et en accord avec donc une visée agroécologique. Voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'on va les former. Et donc, au niveau du déroulement, eh bien, on a la première semaine, généralement, c'est des apports de connaissances où je vais faire des rappels sur le fonctionnement du sol, comment se comporte l'azote dans le sol. Également, je vais vous parler des caractéristiques, définir le digesta, donc tout ce qui est traitement, caractéristiques, comportement agronomique, et aussi tout ce qui est précaution, et puis tout ce qui est risque pour l'environnement, et aussi la réglementation qui est autour, hein, sanitaire également. Après, on passe dans l'aspect pratique, où là, je vais reparler de gestion de l'azote au niveau d'une culture, donc une gestion de l'azote globale, donc avec le calcul de la dose d'azote, où là, j'intègre le digesta dans le calcul de la dose d'azote, tout ce qui est fractionnement, règles d'utilisation du digesta, et puis bien sûr matériel d'épandage et aspect logistique. Et ensuite, pour terminer la semaine, eh bien, je pars sur un exemple pratique d'organisation où on va étudier pour un cas concret comment on gère l'azote pour une parcelle, voire plus. Ensuite, les candidats, enfin plutôt les stagiaires, les apprenants vont en entreprise
Et là, à ce moment-là, ils savent un petit peu ce qu'il faut avoir comme données, donc il faudra recueillir pour préparer l'évaluation. Ils auront bien sûr besoin de tout ce qui est plan d'épandage, analyse de terre, analyse du digesta aussi, tout ce qui est assolement, rotation, et ce qu'il y a comme matériel d'épandage présent sur le site. Ensuite, en deuxième semaine, eh bien, c'est là qu'ils vont, le lundi, commencer à travailler sur leur organisation d'épandage. Donc, ils préparent et ils présentent donc des organisations d'épandage pour chacun. Ensuite, donc, ils s'entraînent. Ensuite, il y a des spécialistes qui interviennent comme la Chambre d'agriculture ou autres pour approfondir les connaissances. Et puis ensuite, donc, il y a tout un système d'apprentissage et de préparation à cette épreuve. Et puis ensuite, il y a l'évaluation. Alors, où se place le Fertidige en fait dans ce déroulement pédagogique? Eh bien, là, en fait, vous avez vu que les cours étaient déjà, on avait déjà un fonctionnement de l'ECS RUMA, on le conduit depuis 2019. Donc, tout ce qu'on faisait là, cette organisation, on l'avait bien sûr depuis le début 2019. Et maintenant, l'intérêt de Fertidige, eh bien, on le comprend bien, elle va intervenir donc en deuxième semaine, où là, ce sera pourra être utilisé, donc Fertilige pourra être utilisé pour des rappels sur des notions, donc des choses qu'on a déjà dit, mais qui seront dites également autrement, et puis aussi de l'approfondissement, c'est-à-dire des choses, certaines notions qui ne seront pas abordées, que je n'aurais pas abordées en cours. D'accord? Et puis, ça sera pendant les séances de préparation à l'évaluation. Souvent, quand je fais du soutien à préparation à l'évaluation, il y a des moments de temps libre ou des moments où ils veulent aussi faire autre chose. Et c'est le moment aussi pour eux, du coup, d'aller sur Fertilige et puis aller un peu plus loin pour se former. Là aussi, qui va aussi les inciter à aller sur Fertilige, et aussi en tout cas d'une façon générale à se former, à aller un peu plus loin dans les connaissances. C'est pour cette année, en parallèle des évaluations qui sont certificatives, j'ai comme projet de mettre un projet de métascore. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un métascore? C'est un petit peu, c'est un QCM qui va avec un certain nombre de questions de connaissances qui pour moi sont importants à savoir, et du coup qui seront notés, et à la fin bien sûr qui feront office de score. Donc ils auront une note, je ne sais pas, peut-être 7 sur 10 ou 4 sur 10. En tout cas, c'est un petit peu plus, un petit plus pour les inciter à aller plus loin encore dans les connaissances des différents points de vue dans le CS RUMA, et dont le Digesta. Voilà. J'en ai fini. Si vous avez des questions, voilà. Si tu veux arrêter le partage, Étienne, comme ça on peut laisser place à la discussion. Alors, il y avait Cécile, si tu veux réouvrir ton micro, peut-être on peut se donner 5-10 minutes de questions avant la conclusion. Sur le CS, là, les apprenants qui sont présents sont tous sur des exploitations où il y a déjà des méthaniseurs et qui ont déjà des pratiques avec les digestats ou pas Oui, forcément? oui, ils sont tous sur des méthaniseurs. De toute façon, la période en entreprise est tout le temps sur un méthaniseur. Oui. D'accord. Et par contre, quand ils proposent des utilisations de digesta, c'est différent de ce qui se fait au démarrage chez le... Voilà. En fait, moi, ce que fait l'agriculteur, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est eux qui doivent, au travers de ce qu'on a dit, avoir une pratique bien particulière. Enfin, en tout cas, qui lui correspond. Alors, ça peut être identique, mais ça peut être aussi autrement. Oui, parce que dans ce cas-là, ils présentent ce qui est déjà fait et puis leurs propositions derrière, ou comment ça se Ouais, passe? mais comme de toute façon, ils doivent recalculer la dose d'azote. Ensuite, ils doivent regarder la culture. Je pense qu'à un moment donné, ils ont leur propre organisation, en fait. D'accord. Ils recréent l'organisation. Alors, ils recréent leur propre organisation,
mais avec les données de l'exploitation, bien sûr, hein. C'est-à-dire que le matériel, les cultures présentes, etc. Le Et donc, type de sol. s'il n'y a pas toutes les données, par exemple des analyses de digesta, etc., est-ce que dans ce cas-là, ils peuvent se servir de Fertidige pour, je dirais, compenser ce qu'ils n'auraient Voilà, pas? tout à fait. On arrive toujours à s'en sortir. C'est-à-dire, au mieux, c'est l'analyse de digesta. Bon, quoique l'analyse de digesta, par exemple, pour ce qui est obligatoire, hein, d'accord, en unité de méta, donc normalement, ils doivent en avoir une. Mais si jamais, effectivement, il n'y en a pas, voilà, eh ben, bien sûr, on va avoir des références, bien sûr. Et donc, ben, la référence des analyses ben, peut venir. Là, du coup, par rapport à Fertidige, ben, on approche encore plus, encore mieux l'analyse, quoi, la vraie analyse qui correspond au système, quoi. Ça permet d'aller plus loin que la simple analyse de base. Tout à fait, oui. Ok. Il y a Jean-François qui voulait poser une question peut-être. Si tu peux ouvrir ton micro, Ouais, Jean-François. ouais, oui, enfin, nous, Fertilige, c'est utilisable effectivement dans le cas du CS Ruma. Alors, nous, dans le Grand Ouest, c'est peut-être un petit peu différent quand même du Grand Est par rapport on a plus de collectifs agricoles que d'exploitations agricoles. Enfin, on a les deux. On a l'exploitation agricole qui ont un méthaniseur et on a des organisations collectives avec 14, 15, 20 ou peut-être le plus gros qu'on doit avoir. On en a deux en Mayenne, un avec 70 porteurs de matière et un autre avec 115. Et donc dans ce cas-là, le Fertidige, c'est un outil qui va se développer, enfin on l'espère, mais eux ils sont face à une problématique de régularité de perception des digestats pour ne pas. Donc ils ont modifié les pertes de curage. Mais après, ils ont une problématique aussi de redistribution des digestats de façon équitable. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle des bases d'échange. Et cette année, l'application pure et dure, je dirais, pour bien fertiliser la bonne dose au bon moment et au bon endroit, c'était très compliqué, vous le savez tous, par rapport à la problématique de je dirais, La pluie. des périodes d'épandage, des problèmes de pluie, d'accès au sol. Mais c'est vrai que j'espère que l'année prochaine, on pourra utiliser Fertilige en situation, je dirais, entre guillemets, normale d'accès au champ, quoi. Mais en termes d'outils prévisionnels, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques des collègues sur comment vous pensez vous en saisir aussi, sur les expériences de Lucie aussi ou d'Aubernay? Sinon, après, on peut peut-être Je juste. peux encore intervenir 2 secondes, Oui, peut-être? oui, vas-y, profite, il y a Par du temps. rapport à l'expérience de Pontivy, oui, puisque c'est des axes et j'en ai aussi. Donc c'était intéressant. Est-ce qu'il y a des limites ou par rapport au temps qui est imparti pour faire le 1000, des limites dans le développement des projets qui vont restituer? Non, parce qu'une semaine, pour vous, c'est une semaine banalisée où on parle que de méthanisation et c'est vrai qu'on a le temps de balayer le sujet, ils se l'approprient et ils sont plutôt très investis dans le projet. Donc pour l'instant, en une semaine, on a quand même le temps d'avoir des réponses qui ressemblent à quelque chose, une animation qui ressemble à quelque chose. Ils l'ont présenté devant d'autres BTS Axe et voilà, qui était plutôt euh, impressionné du niveau de présentation qu'a réussi à atteindre les étudiants, parce que c'est vrai que quand on se met à plusieurs sur un sujet, il y a une certaine stimulation, donc, et il faut que ça de la semaine, donc ça a plutôt bien marché. Donc il faut mieux que ce soit groupé sur une semaine que dilué dans le temps, par contre. C'est mieux, je sais pas. Nous, on fait comme ça et ça marche bien. Après, Oui. peut-être que comment ça marche aussi. Du coup. Merci. Et puis, ça leur met un peu la pression, le fait de devoir le présenter devant les autres. Ils ont la pression, donc ils s'y mettent. S'il y a juste moi à évaluer en CCF, ils n'auraient pas fait un truc aussi propre et corrigé, parce que là, ils prennent en compte les corrections et ils recorrigent et re-recorrigent parce qu'ils savent que derrière, ils vont présenter devant d'autres élèves. Et là, ce que je veux faire cette année, c'est qu'ils le présentent devant le personnel du lycée qui,
parfois n'a jamais descendu au site de méthanisation ou ne sait pas comment ça marche ou a aussi les mêmes représentations, les mêmes idées reçues. Donc là, l'idée cette année, c'est de le présenter au personnel du lycée. D'accord. Et devant l'agriculteur qui a l'unité de méthanisation, non, il revient voir ce que le travail qui a été fait, parce que vous aviez fait des visites, vous mettiez. C'était un peu loin, on les a pas invités, enfin on les a invités, mais ils sont pas venus spécialement. Mais oui, ils pourraient venir. Après, le chef d'exploitation était là l'année dernière quand ils ont restitué. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant de voir toute la démarche de prise en compte, voilà, des idées reçues, des représentations et internes des jeunes eux-mêmes et d'autres, et travailler avec la presse, le croisement avec les visites, la mise en situation de restitution, ouais, tout ça, ça fait vraiment un challenge un peu pour les jeunes. Est-ce que, s'il n'y a pas d'autres remarques, Catherine, je projette un petit peu ta proposition de synthèse et de points à retenir? Ou Je tu vais la la, projeter parce que tu je la l'ai projettes, ouais. complétée. Ok. Voilà. C'est vrai que dans les questions qu'on avait éventuellement pour les enseignants aussi d'agronomie, c'était de voir par rapport aux besoins de formation, ça peut peut-être être réouvert à la fin, quoi. Mais de voir est-ce que ce type de webinaire et de mise en partage, voilà, d'un projet R&D où il y a eu qu'un noyau de lycée qui a participé, et puis là de mise à disposition d'un guide très complet, est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'éventuellement il y aurait des demandes aussi pour le dispositif national d'appui de compléments, d'autres temps pour éventuellement, je sais pas, partager des exemples de travaux dirigés, d'exercices, ou finalement, là, tout ça, ça va vous suffire, quoi. Mais... Dans un Donc premier voilà, pour temps, faire c'est une... déjà pas mal parce Pardon. qu'on a des idées, mais c'est peut-être revenir plus tard, une fois qu'on aura testé des choses pour voir, comparer ce qu'on fait ou voir si on peut faire mieux ou des choses comme ça. Alors, en guise de petite conclusion sur ce webinaire, j'ai essayé de reprendre les idées clés qui étaient ressorties. Donc, juste rapidement sur revenir sur le fait qu'il n'y a pas un, mais des digestats. Pourquoi on a dit ça rapidement? Parce qu'on a des intrants, des conditions de traitement et de d'intrants post-traitement qui ont permis en fait d'établir une typologie déjà des digestats. Ces digestats sont caractérisés, j'essaie de mettre les mots-clés en avant, par une valeur agronomique, mais pas que. C'est aussi beaucoup le travail de Fertidige, c'est des effets sur la structure du sol, des effets sur la biologie du sol, mais aussi des risques environnementaux sur l'eau, sur l'air, et il y a la question de l'innocuité qui se pose. Donc derrière, en termes d'apprentissage autour de cet objet qu'est la méthanisation, il y a deux points clés, je pense, qui peuvent être travaillés. Donc c'est tout ce qui concerne la fertilité du sol, qu'elle soit biologique, physique ou chimique, et le fait qu'il y a des intérêts et des risques aussi, même si ils semblent mineurs, ils sont existants et à vérifier. Derrière ces différentes caractéristiques, on a un certain nombre d'indicateurs. Donc là, j'ai cité un certain nombre. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait certains où on avait déjà des valeurs de référence avec des chiffres par type de digestat. Mais même quand on n'a pas les valeurs de référence, dans le site Fertidige, on a quand même des connaissances intéressantes sur les impacts que ça peut avoir. J'ai retenu parmi les indicateurs, deux indicateurs qui semblaient vraiment intéressants et surtout discriminants pour faire des choix. C'est le potentiel fertilisant et le potentiel amendant, les digestats. Sans oublier que ces digestats doivent être mis en regard des autres produits résiduaires organiques, mais aussi de toute autre source de fertilisation, comme notamment les couverts vivants. Dans le site Fertilis, vous pouvez retrouver effectivement comment et quand fertiliser concrètement. Et puis là, on a vu rapidement les modifications des pratiques qu'induisent la mise en place d'un méthaniseur et l'utilisation des digestats. Là où je voulais insister, c'est qu'en fait, sur les territoires, vous pouvez avoir des situations professionnelles à potentiel problématique, c'est-à-dire des situations d'acteurs du territoire qui posent problème. À travers le webinaire du 14 juin et celui-ci, un certain nombre de questions qui ont pu être posées.
comment avoir une idée caractéristique des digestats qui seront produits, quelle quantité de carbone je vais restituer au sol avec mon digestat de fumier que je récupère par rapport au fumier que j'utilisais auparavant. Ça, c'était deux questions du webinaire du 14 juin. Comment je peux connaître les caractéristiques de mon digestat? Comment éviter la volatilisation de l'azote ammoniacal? Donc ça, ce sont des questions que se posent les professionnels qui sont déjà, on va dire, impliqués dans la méthanisation. Et je pense que la question que vous pouvez vous poser derrière pour notamment mobiliser le site Fertilige, c'est quelle situation d'apprentissage à potentiel problématique je peux proposer aux apprenants. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est illustré à travers les petites flèches, c'est-à-dire que les situations professionnelles, c'est les professionnels entre guillemets aguerris qui doivent y répondre, qui ont de l'expérience, qui ont la compétence. Et nous, on essaye de former les jeunes à des capacités. Donc, ça nécessite de réduire peut-être les paramètres d'études pour pouvoir qu'ils soient totalement perdus. Donc, j'ai pris l'exemple, j'essaie de reprendre l'exemple des témoignages qu'on avait eus tout à l'heure. Je pousse le bandeau. Donc, sur l'exemple de Lucie, la situation professionnelle que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a des représentations des citoyens, des acteurs du territoire sur la méthanisation, que c'est un sujet à débat qui peut aussi être source de conflit. Et du coup, Lucie a proposé à ses apprenants une situation fictive d'un groupe d'agriculteurs qui demande l'organisation d'ateliers de sensibilisation, avec derrière recueil des représentations à l'échelle du lycée, dans la presse, la recherche de connaissances, un guide d'entretien, une argumentation objective et restitution. Là où en fait elle a pu travailler avec les apprenants dans une situation peut-être plus sereine, les aspects de représentation, c'est que, et là où elle n'a pas simplifié, j'aime pas trop ce mot-là, mais on peut quand même le dire, elle a mis les jeunes au contact des représentations à travers, à l'échelle du lycée et dans la presse. Et ils n'ont pas été mis directement dans un groupe d'agriculteurs ou dans un conflit existant. Ça n'a pas mis dans cette situation-là. Elle leur a permis, dans un premier temps, à travers le fait qu'il y ait des représentations, mais dans un cadre modéré, de pouvoir se forger des connaissances argumentées pour ensuite, plus tard, quand ils seront peut-être plus aguerris, qu'ils se seront réentraînés, pouvoir faire face aux conflits qui peuvent être vrais conflits qui peuvent exister sur un territoire. Ensuite, donc sur le deuxième cas d'Étienne, les situations professionnelles, c'est la gestion d'une unité de méthanisation avec l'ensemble de l'exploitation. Et du coup, l'exercice qui est demandé, c'est le travail sur l'organisation de l'épandage sur 2 parcelles. Donc là, on est à l'échelle de 2 parcelles pour bien comprendre le raisonnement et comment s'en sortir avec les digestats. On a une échelle plus restreinte dans un premier temps. Et donc, je repousse. Ce que j'ai noté d'intéressant sur l'utilisation de Fertidige et ce qu'ont dit nos intervenants, c'est que voilà, c'est un outil de formation des enseignants et formateurs et aussi pour les enseignants non spécialistes, ce qui est un point à souligner puisqu'effectivement Fertidige est un projet de recherche et dans la rédaction, la présentation, un effort a été fait pour qu'il soit accessible à un public spécialiste, mais aussi à des enseignants non spécialistes. Et ça, il faut le souligner. Ça peut être un support de recherche pour les élèves, donc pour certains niveaux d'apprenants, ou un outil complémentaire qui permet d'aller plus loin avec les apprenants, ce que nous disait Étienne. Sous réserve, et j'insiste dessus, d'avoir construit le raisonnement nécessaire à l'utilisation des données, pour leur avoir donné les clés pour être en mesure d'aller chercher les bonnes infos. Parce que le site est très riche, il y a beaucoup de choses, et il faut leur expliquer par quelle voie rentrer. Et alors, c'est pas trop sorti, je l'ai pas un petit peu moins entendu aujourd'hui, mais c'était beaucoup ressorti quand on avait échangé en amont du webinaire avec les intervenants, c'est que le gros atout pour l'enseignement et surtout pour les apprenants de Fertidige, c'est que c'est une autre façon de leur dire les choses et c'est surtout une source de données fiable. Et sur un sujet comme ça, qui peut être à controverse
où certains volets sont encore incertains, c'est vraiment une source de données très intéressante. Hop, là. Donc Claire, si tu veux prendre le relais pour les perspectives. Ah, donc en perspective, oui, non, ça a été rappelé tout à l'heure dans le chat. C'est vrai que les partenaires, Mariana, Julie, l'INRAE, je pense qu'ils s'appuieront sur cet outil-là pour s'il y a d'autres projets R&D qui viennent nourrir ou faire évoluer ça. Donc ça, c'est précieux. Et comme le RMT Bouclage avait soutenu ce projet, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour et voilà, qui pourront contribuer à ces mises à jour. Et puis, ben, c'est vrai, comme disait Cécile, peut-être qu'il n'y a pas de besoin là tout de suite, qu'il faut que le temps que les enseignants s'approprient un peu ça. Je pense que les directeurs d'exploitation aussi, qui n'ont pas toujours eu des fois au moment où l'unité de méthanisation se mettait en place, le matériel, les investissements nécessaires. Donc il y a aussi peut-être à guetter un petit peu tout ce qui est aide financière pour mieux valoriser, mieux épandre ces digestats avec les matériels adaptés. Donc voilà, je pense que Fertidige peut être aussi un outil très intéressant pour les salariés des exploitations et les directeurs des fermes. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme disait Mariana dans le chat, à faire remonter éventuellement des remarques, des suggestions d'ajouts. Si vous pensez qu'il y en a, il y aura toute leur petite équipe là qui peut répondre derrière. Je sais pas, Mariana, ou si tu veux rajouter autre chose. Non, je pense que c'est tout. Je voulais insister que c'est évolutif parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on l'utilise, on se rend compte qu'il peut y avoir des manques ou que ça serait bien de dire autrement certaines choses. Donc, on va essayer de mettre en place un petit groupe de travail euh, au moins une fois par an, de voir un peu quelles sont les questions que nous arrivent via ce formulaire de contact que j'ai mis dans le chat. Et aussi être attentive aux évolutions réglementaires et ce genre d'aspects pour éviter que le guide soit euh, pas à jour et qu'il soit utilisé dans le futur. Et après, je peux peut-être aussi faire la transition pour terminer en vous annonçant aussi qu'il y aura un autre webinaire pour la Journée nationale de la qualité de l'air le 14 octobre, sur lequel on est en train d'affiner la préparation, mais autour des enjeux ammoniaques. Là, c'est vrai que ça a été un des exemples donnés où le site Fertidige apporte des références. Et donc, voilà, pour ceux qui souhaiteront, dès qu'on aura le programme de prêt, on diffusera ça. Ça peut concerner voilà, les enseignants, les directeurs d'exploitation aussi, qui veulent un petit peu en savoir plus. Et ce sera la deuxième édition cette année. On prépare ça avec les collègues chargés de mission qualité de l'air au ministère de l'Agriculture, des interventions ADEME et aussi des témoignages d'établissements qui travaillent sur ces questions-là. Et bien, à ce moment-là, je vous remercie tous. Je vais arrêter l'enregistrement et je propose éventuellement aux intervenants, si vous voulez rester 5 minutes pour débriefer.